Bonjour Eric, merci d'avoir accepté mon interview. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Alors, vous présenter. Donc, je suis auteur, écrivain. J'ai écrit des pièces de théâtre, des scénarios de films et des romans. Un roman, pour l'instant. Un roman. Voilà. Alors j'ai vu que vous avez obtenu au cours de votre vie un baccalauréat scientifique. Vous êtes devenu opérateur de production dans une usine de semi-conducteurs et vous avez également joué au théâtre. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur votre parcours professionnel et sur tout ce que vous avez réalisé au cours de votre vie professionnellement parlant? Alors, au niveau professionnel, c'est-à-dire quand j'ai fait des métiers, que ce soit opérateur de production, réceptionniste, tout ça, au fil des années, j'ai toujours à côté développé un côté artistique, hein, voilà, soit par l'écriture, en particulier par l'écriture, hein, donc l'écriture de pièces de théâtre, aussi la mise en scène, jouer. Il avait une création d'une troupe de théâtre aussi à Aix-en-Provence. Ça, oui, c'est la période où j'étais réceptionniste, j'étais opérateur de production. Voilà. Ouais. Et, euh, et ensuite, à Marseille, quand j'étais réceptionniste d'hôtel, euh, là, j'ai fait des courts-métrages et scénario de film aussi. Voilà. D'accord, donc vous avez fait pas mal de choses autour de l'écriture en même temps que vos métiers. Voilà. Au début, j'aimais bien le théâtre parce que je trouve que ça équilibre le corps et l'esprit. C'est pas que écrire, aussi un aspect donc de jouer qui est corporel. Et après, je me suis dit quand même que l'époque, c'était en vivre du théâtre. J'essayais à côté aussi de développer, que ça fonctionne. Et je me suis dit, allons-y pour les scénarios de films parce que c'est plus dans l'époque. Mm. Donc j'ai commencé à en écrire, mais bon, là, je suis autodidacte, hein, je n'avais pas fait d'école où il y a déjà des réseaux quand vous êtes, voilà, quand vous suivez des cours, tout ça, vous rencontrez. Et là, c'est assez difficile, hein. Et je suis peut-être pas assez développé le côté réseau, hein. Ça, c'est le problème je pense qu'il y a deux catégories de gens, un peu les rêveurs et les traqueurs, j'appelle Mm. ça. Non. C'est-à-dire qu'il y en a qui développent, qui écrivent, et qui les interactions avec les autres, c'est plus difficile. Ils ont l'impression un peu des fois de perdre du temps. Ce qui est faux, hein, ce qui est totalement faux, parce qu'il faut équilibrer les deux. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres, c'est vraiment des traqueurs, c'est-à-dire ils parlent bien, ils savent faire des réseaux, informer, tout ça. Mais au niveau de développer des projets, ils peuvent y arriver, justement. C'est justement à travailler sur ça, développer, voilà, et pas développer des projets, parce que créer un réseau, c'est un projet, mais développer une création Oui, personnelle. je vois. Voilà. Et donc, concernant votre expérience dans le théâtre, justement, d'où vous est venu cet intérêt pour cette discipline? C'est vrai que ça a commencé par le théâtre. Moi, j'ai fait des études scientifiques, donc je n'étais pas du tout à ma place, hein, déjà. Et, euh, et difficile à dire, hein. Je pense que le théâtre, c'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qui m'est vraiment intrinsèquement personnel. D'accord. C'est-à-dire que souvent, quand on a des rêves dans des projets, tout ça, euh, on, on s'inspire souvent des gens, ou des fois on refait les rêves des parents. Donc ce ne sont pas vraiment nos rêves. Donc vous avez votre père qui a été instituteur, vous voulez être institutrice, Oui. etc. etc. Et, euh, et là, c'est vrai que c'était incompréhensible au niveau de ma famille parce que je vais faire du théâtre.
Mon père, il était ouvrier, après il a été technicien, après il a monté sa société, enfin, il a évolué. Ma mère a été institutrice, directrice, tout ça, mais il n'y a aucun rapport avec le théâtre. Oui. Donc quand il y a des trucs qui apparaissent comme ça, c'est en général le vrai rêve de la personne. Le problème, c'est qu'elle va souvent se trouver dans un environnement où on ne comprend pas trop. Soit on est appuyé, soit au contraire, on n'est pas trop. Voilà, on dire non, on fait quelque chose de plus sérieux, tu ne pourras pas vivre de ça, voilà. Oui. Il a beaucoup de bugs, voilà, etc. etc. Voilà. Et donc vous écriviez des pièces et est-ce que vous les jouiez aussi? Vous faisiez les deux rôles? Oui, oui, parce que on avait fait donc une troupe de théâtre là, et donc avec des étudiants principalement. Et voilà, ouais, ouais, j'avais écrit la pièce et puis j'avais un rôle et il y avait aussi des autres personnes, voilà. Et ouais, c'était un groupe quoi. On était cinq, six des fois. Ouais. Et voilà, on répétait dans un centre social et on a joué des spectacles. Après, on a trouvé des lieux dans des maisons de retraite, dans des petits festivals, etc., etc. Et quelle est devenue cette compagnie que vous avez créée? Ah ben, elle s'est dissoute au bout d'un moment parce que ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, il y a eu un changement et je me suis dit, je me suis mis dans les scénarios de films. D'accord. Je me suis dit, vraiment, bon, il y avait deux aspects. Je pense que j'avais un aspect positif, c'est-à-dire de me mettre vraiment dans l'humeur de l'époque, c'est-à-dire plutôt les scénarios de films. Donc tout ce qui est film, télévision, audiovisuel, et le théâtre, je voyais plutôt un truc plutôt ancien. Oui. Donc je me suis dit ça. Et à un autre côté, je sais, il y a un aspect caché où je me suis dit, euh, peut-être que j'ai évité un peu je suis à une période où j'ai évité un peu les interactions avec les gens. D'accord. C'était une stratégie, euh, c'est pas de l'autisme, hein, c'était une stratégie euh, par rapport à une technique. Euh, si vous voulez, moi, le bouquin que j'ai écrit, là, Dévoré par la clarté, je me suis beaucoup inspiré d'une tradition de l'ancien Mexique, je vous ai bien précisé. Oui. Hein. Ouais. Et donc, ça, c'est la période, quand j'ai passé au scénario de film, je suis immergé encore plus dans cette tradition. Et ils avaient une technique, ça s'appelait la récapitulation. C'est-à-dire que c'est le fait de revoir, il y en a qui le font. Hein. Moi, je connais des personnes qui le font naturellement. J'avais discuté à l'université, il y en avait une, elle disait, moi, le soir, je revois ma journée. J'aime bien, comme ça, après, je fais des ajustements, tout ça. Et je vois ce qui a fonctionné, les trucs. Et la journée suivante, j'essaye d'arranger, d'améliorer les choses. Moi, ça me paraissait très étrange, mais bon. Et en effet, eux, dans cette tradition, ils ont une technique qui s'appelle la récapitulation, c'est-à-dire c'est revoir des événements passés exactement, c'est-à-dire on essaye de revisualiser la scène, mais on fait aussi une respiration avec, ce qui permet d'enlever l'énergie qui a été dans l'interaction et aussi de redonner l'énergie de l'autre personne à l'autre personne. Voilà. C'est une espèce de nettoyage énergétique, D'accord. tout en gardant la richesse de l'expérience. Donc, la stratégie d'éviter les interactions pour garder son énergie, c'est pas fonctionnel parce que c'est une dérive de cette technique.
parce que le but, c'est au contraire de s'ouvrir à la vie, Bien sûr. les trucs, d'apprendre, tout, et pas de s'isoler comme j'ai fait. Voilà. Et donc aujourd'hui, à titre personnel, est-ce que vous continuez encore à jouer au théâtre ou Alors, le pas? théâtre, oui, ben, j'ai ce bouquin-là. Je l'ai écrit après le roman, hein, Ouais, Toasted Chicken. C'est une pièce de théâtre. Ben, je ne sais pas si elle était quand vous êtes passé. je sais plus, j'ai pas le souvenir. Ouais, eh ben, elle était peut-être pas, voilà. C'est que je l'ai terminé, ben, j'ai terminé celle-là, je l'ai écrit après le bouquin. Voilà, il est marqué 2022. Donc, c'est le truc. Et justement, c'était pour pallier à ce problème. D'accord. Comme j'avais jeté toutes les pièces de théâtre que j'avais fait, tout ça, je me suis dit, je vais en faire, je vais en écrire une qui résumera tout, ou voilà, ou qu'elle ne résume pas, mais bon, je trouve qu'elle a une qualité qui est même plus intéressante que celle que j'ai écrite avant. D'accord. Bon, voilà. Ça, c'est une comédie, donc une comédie policière. Je voulais que ça soit plus léger, donc dans la comédie. Voilà, Toasted Chicken. Et, et pareil, à l'intérieur, j'ai intégré des thèmes sur voilà, de cette tradition ancienne. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce que vous écrivez ou juste, je suppose que ça date d'il y a un petit moment, vu que vous dites que que le théâtre déjà était intrinsèquement vôtre. Et donc l'écriture dans sa globalité, ça date de toujours. Euh, oui, ça date depuis un moment, mais moi, je ne suis pas le genre de personne qui va dire déjà à 7 ans, j'avais Ouais, fait des actions, tout ça. Moi, je me considère, je ne suis pas trop dans l'écriture. Je ne suis pas dans l'écriture trop pure. Voilà. Moi, euh, j'ai commencé par des sketchs. J'aimais bien écrire des sketchs. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Euh, donc, c'était l'écriture de sketchs. Parce qu'après, c'était le fait de jouer. Mes parents étaient à la campagne, on était à la campagne, et j'allais jouer. Je m'éloignais de la maison, il y avait la campagne, il n'y avait personne. Il y avait des rochers, tout ça, et j'allais m'entraîner à jouer des sketchs là-bas. d'accord. Donc Voilà. vous, ce qui importait, voilà, c'était l'écriture et après le jeu aussi qu'il y avait derrière, Ouais, si je comprends bien. ouais, ouais, tout à fait. C'est ouais, c'est le. Moi, j'ai fait des études scientifiques, donc j'étais au collège, au lycée, bon, j'étais orienté de manière scientifique, et j'ai senti que si je commençais à lire des bouquins, euh, ça allait m'absorber et que je réussirais pas mes études. Donc j'ai fait exprès de ne pas lire trop, de ne pas lire même, je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Bizarre, c'est assez bizarre. Ouais. Et c'est vrai que j'ai bien réussi au niveau des mathématiques, tout ça, mais il y avait ce truc bizarrement. Ah oui, mon père écrivait, c'est ça. Ça y est, on y est. Voilà. C'est que mon père, il écrivait. Ouais, Et donc, il était à côté, le week-end, il écrivait. Ouais. De temps en temps, il écrivait. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un écrivain. Ça, j'ai copié le rêve de mon père. Mais le théâtre, c'est beaucoup plus étrange. Ça, c'était plus moi. Voilà. d'accord, je comprends. Voilà. Hein, voilà. Et donc, c'est vrai que mettons le mercredi, on avait une mère qui était un peu directive et on devait, bon, on pouvait sortir, hein, des fois on jouait avec le voisin au tennis, tout ça, mais souvent on restait à la maison. Et donc, moi, je faisais semblant de travailler, mais j'écrivais des sketchs. D'accord, ouais. je- et justement, pour revenir à vos scénarios de films, euh, combien est-ce que vous savez combien vous en avez écrit au juste et est-ce que ils ont tous été mis en scène? Ah non, bon, le scénario, parce que
c'était un peu un délire, parce qu'après, c'est des millions d'euros hein, pour Oui. investissement. Donc moi, je les présentais toujours au trophée des premiers scénarios, d'envoyer naïvement, et puis bon, je disais jamais. Bon, il y a quand même du piston, il faut quand même. Et après, j'ai vu vraiment des réalisateurs, et puis ils me disaient, il faut commencer par un court-métrage, hein, on va commencer avec un scénario de film. Donc après, j'ai vu une association à Marseille, Ciné Travelling Marseille, et j'ai, grâce à. Il y avait une personne qui s'appelait Michel, qui avait tout le matériel pour filmer tout ça. On a fait, et aussi d'autres acteurs, hein, le court-métrage. Ultime Mission, il est sur Internet. Et alors, concernant votre roman, puisque vous en avez écrit un, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus et expliquer de quoi est-ce qu'il parle exactement? Donc, il s'appelle Dévoré par la clarté. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors, oui, donc déjà la clarté, donc c'est toujours ambigu parce que justement, déjà, on est dans la clarté. C'est-à-dire que si je dis dévoré par la clarté, je vais affirmer que la clarté peut être dévorante. Et c'est le principe de la clarté, c'est d'affirmer les choses comme des vérités absolues. Euh, on est tous, on est tous plus ou moins, à divers degrés, hein, happés, je ne sais pas, fascinés par cette clarté, ou aveuglés, ou je ne voulais pas trop le terme aveuglé, mais voilà, c'est quand on reste figé dans un point de vue de la clarté. Euh, et par contre, c'est vrai des fois, il y a une qualité de clarté qui est, je dirais, positive, où on est en silence, les choses sont fluides, voilà, les événements s'enchaînent de manière fluide, voilà, on sent que bon, on est dans le flux de la vie, quoi. Et il y a une qualité de clarté, au contraire, qui met une rigidité, c'est-à-dire, voilà, de principe, et genre, voilà, je ne prendrai pas de céréales sucrées au petit déjeuner, et là, de temps en temps, on peut le faire, hein, c'est ça. On voit dans l'extrême, ça peut aller dans le terrorisme, hein, dans le truc religieux, dans l'extrémisme religieux, là, une espèce de clarté où on sait que c'est ça. On peut tuer des gens, tout, parce qu'après, on va aller au paradis. Ça va loin, la clarté. Hein, il faudrait presque partir du point de vue qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a pas une vérité. Et là, on peut dire que je suis en train d'énoncer une clarté. Donc, le truc, c'est c'est difficile à en sortir. Hein. C'est savoir que, déjà, je pense qu'on s'éloigne de la clarté négative quand on nuance les choses. Parce que la clarté sombre, elle est, ou négative, hein, elle est, c'est beaucoup géré par le mental. Oui. On voudrait que, voilà, on a trouvé un truc, on voudrait que ça fonctionne pour tout. On trouve dans le bouquin une méthode thérapeutique. On voudrait qu'elle fonctionne pour tout. Et puis, on le voit concrètement. Il y en a qui vont bien, ça va marcher sur certaines personnes, d'autres qui vont tomber malades, etc., etc. Et la clarté, c'est qu'on voudrait que ça soit vrai pour tout le monde, que ça soit le remède. C'est pas uniquement financier. Hein, on peut parler des vaccins. C'est intéressant parce que moi, j'ai parlé un petit, peut-être 2 pages de vaccins, rien du Oui, tout. oui, À oui. un moment, il essayait un vaccin et de suite, j'ai senti que bon, c'était. Je mettrais plutôt sur le point de vue, c'est quand même qu'on est différent et que, bien qu'on ait tous de jambes, de bras, et encore, il y en a qui ont encore des accidents, mais physiquement, on est différent. Hein. Voilà.
trop mince, en petit, cheveux, voilà, forme de visage, tout. Donc, on peut se dire que bon, ça fonctionne pour tout le monde. Ouais. Et en soi, ce que vous racontez dans le roman, c'est un personnage, le personnage principal, qui va découvrir un autre monde. Et, et après, voilà, vous racontez sa quête, sa recherche pour vaincre la pandémie qui règne sur la Terre. Ouais. Donc, c'est ça que vous racontez dans votre roman qui mêle science-fiction, fantastique, et donc où règne une pandémie sur la Terre, une grave pandémie. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous est venue cette inspiration justement de cette histoire? Est-ce que vous appuyez sur votre environnement, sur vos connaissances ou simplement sur votre inspiration? Comment est-ce que vous avez fait pour écrire ce roman? Oui, d'abord, c'est précisé, comme je vous l'avais déjà dit, c'est que j'ai commencé à écrire le livre, le roman, 5 ans avant la pandémie Oui, Covid, et que je l'ai terminé au moment du premier confinement. J'avais les cartons de livres et je ne pouvais pas les vendre puisqu'on était confinés. oui, Donc après, bon, la remarque, c'est souvent que vous êtes comme ça, vous voyez dans le futur, vous serez prédicateur, voyant. Bon. Mais bon, euh, pourquoi j'ai commencé une pandémie? Ben, il m'arrivait un problème de santé euh, et puis ça a été une manière de thérapeutique peut-être. mm, Voilà, en écrivant ce roman, voilà, de traiter de sujets. Donc c'est parti déjà de pandémie, c'est donc une problématique de santé, hein, c'est une santé générale, c'est généralisé à une population entière. Et voilà. Ouais. et justement, par rapport à l'écriture pure de votre roman, est-ce que vous avez des auteurs que vous appréciez particulièrement ou qui vous inspirent justement? Donc moi, par rapport à la tradition là, dont je parle, c'est Carlos Castaneda hein, qui a donc lui qui a été un ethnologue, il a fait des études d'ethnologie, un grand Mm. anthropologie, euh, donc dans les années 60, hein, et donc il serait allé au Mexique, donc il aurait ramené une tradition. Dans cette tradition là, qu'il développe, et donc il a écrit des best-sellers. Bon, son premier livre, c'était une thèse, un peu, hein, sous forme de thèse, et ça a tellement bien marché que ça a été édité, et après, c'était L'herbe et la petite fumée. Hein. Les gens, en général, ils se sont arrêtés à ça. Comme c'était les années 60 où il y avait des trucs de drogue, tout ça, le sorcier, donc, il utilisait la mescaline. Et, mais il est tombé dans c'est des lignées de sorciers, hein, donc, mexicain. Et il a été, dans ces genres de trucs, on peut pas, une personne sensée, elle peut pas d'elle-même aller vers, vers, vers une connaissance, vers ces personnes-là qui ont une telle connaissance parce que euh, le, il y a quelque chose en nous qui se sent menacé. C'est-à-dire qu'une personne, je dirais, équilibrée, elle ne peut pas d'elle-même aller vers ça. Donc, souvent, c'est par la ruse qu'on attrape les gens. Donc, eux, ils ont utilisé la ruse et ils ont fait miroiter l'effet des plantes psychotropes, aussi c'est pas des plantes psychotropes, c'est-à-dire c'est qui
pas que c'est-à-dire que c'est des qui changent la perception. Alors, ce truc. Et donc, ça a plu à Castaneda. Donc, il a commencé, il était tout content. Et après, il s'est rendu compte dans ses autres livres où il ne parle plus de plantes, tout ça. Parce qu'il s'est rendu de plus en plus, le sorcier qu'il a instruit, il a montré qu'il n'était pas nécessaire de prendre des plantes. Et que même c'était mieux de ne pas utiliser les plantes et plutôt les mouvements corporels. Voilà. Il y a des traditions de yoga, tout ça, voilà, des trucs comme ça. Mais bon, c'est des mouvements qui sont différents. Et donc tout est après, il a écrit des bouquins, voilà, et où l'aspect plante a diminué de plus en plus et est apparu de plus en plus l'aspect mouvement corporel. Voilà. Et à la fin, vers ses derniers livres, il a écrit un livre qui s'appelait Passe magique. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, du tout. Voilà. Et on fait voir, il y a des mouvements corporels. Le livre, il parle que de ça, hein, et des aspects, donc, par travers des mouvements corporels, modifier sa perception. Voilà. On ne modifie pas sa perception pour modifier sa perception, il cherchait des états de science intérieure. C'est ça. C'était de silence intérieur, voilà. On voit ça dans le bouddhisme, tout ça, mais c'est intéressant parce que ce matin, il y a une amie qui m'a fait voir une émission sur le bouddhisme. C'est pas du bouddhisme. C'est oui, à travers le silence, on va vers le bien-être, vers un équilibre émotionnel, tout ça. Mais est-ce que c'est la finalité? C'est peut-être une des finalités, mais il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire c'est aussi une exploration. Et par le silence, de plus en plus, la perception se modifie. Et voilà. Après, on revient, il y a des liens, on revient. Eux, ils parlent du chemin qui a du cœur, c'est-à-dire qu'il y a quand même une finalité, c'est intéressant ça. Hein, c'est être sur un chemin qui a du cœur, c'est ça, quand même leur objectif. Mais un chemin qui a du cœur, voilà, il faut sentir si c'est ça. Pas forcément ce qu'on croit des fois. Une personne, elle dit, moi, le chemin qui a du cœur, c'est fonder une famille, des enfants, tout ça. Et elle peut le faire et elle peut se sentir désemparée parce que au fond d'elle, c'est ça, elle sent que ça, mais il manque quelque chose, quoi. Ou, voilà. Est-ce qu'elle n'a pas refait le rêve de ses parents? C'est intéressant, il parle du rêve qu'on refait chaque fois. Et il y en a, oui, c'est ça. Fonder une famille, ça va les épanouir, tout ça, mais pas forcément que c'est vrai pour tout le monde. C'est encore le truc comme le vaccin, ce qui est vrai pour une personne n'est pas vrai. On est différent, c'est ça. Oui. C'est prendre conscience qu'on est différent. C'est la biodiversité humaine. Là, on parle de biodiversité, mais il y a aussi la biodiversité humaine. Oui. Voilà. Et merci d'avoir répondu aussi clairement et précisément. C'est intéressant. Sur la clarté. Bien sûr. Et bien maintenant, concernant la publication de votre livre, Dévoré par la clarté, est-ce que vous êtes passé par une maison d'édition alors que vous êtes auto-édité? Je me suis auto-édité parce que pendant un an, j'ai commencé à envoyer l'écrit, mais je le reprenais, mais bon, il était terminé. Hein. Après, je l'ai amélioré un tout petit peu plus, mais bon, si les maisons d'édition, elles auraient été intéressées, je donnais déjà un travail correct. Hein. Et donc, j'ai commencé par les grandes maisons d'édition. Oui. Refusé, hein. J'ai pas eu Albin Michel, tout ça, j'ai dit pourquoi pas. Et après, bon, je commence à diminuer
maison d'édition moyenne, un peu moins connue, mais quand même, voilà. Et après, je suis tombé sur les petites maisons d'édition, parce qu'il n'y a eu encore que des refus. Les Ouais. petites maisons d'édition, il y en avait une, là, je ne me rappelle même plus le nom, c'était une dame. Mais bon, c'était quand même, on était quand même dans les moyennes maisons d'édition un peu. Hein. Elle avait fait- C'est une femme qui a monté sa propre maison d'édition, mais qui principalement, presque à 90%, elle édite ses propres romans, quoi. Ouais. Et voilà, donc j'étais resté un peu. Elle m'a dit sur un prochain. Mais bon, donc après, en passant en petite maison d'édition, j'ai vu que là, ça allait pas. J'ai vu que ça sert à rien d'être dans une petite maison d'édition parce que vos bénéfices, ils vont être ridicules. Ça va être quelques centimes. Ils n'ont pas les moyens de faire de la publicité et tout. Donc, au bout d'un moment, si c'est mon point de vue, hein, si c'est pas accepté par une grande maison d'édition ou moyenne, autant le faire soi-même. Ouais, d'accord, je comprends. Pour avoir voilà, un peu de bénéfices par bouquin. Par contre, après, il faut tout faire. Ouais. Voilà. Et ça vous plaît le fait de pouvoir justement tout faire grâce à l'auto-édition ou vous auriez quand même préféré être pris par une maison d'édition? Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir tout faire parce que au moins on est libre, hein, il n'y a personne qui va. Mais c'est sûr que bon, une grande maison d'édition, une grande maison d'édition qui accepte, c'est toujours, ouais, c'est toujours. Toujours intéressant. Ouais, ouais, c'est sûr. Hein, ouais. Et est-ce que vous avez réalisé beaucoup de dédicaces jusqu'à présent? Ben oui. Bon, là, j'ai monté une micro-entreprise. Ouais. Donc, Gros Éditions. Et pour voilà, officialiser le fait qu'avoir un numéro de SIRET, Ouais. prendre le truc. Et sinon, là, avant, là, j'avais commandé une centaine, je les ai vendus. Après, là, j'en suis à 50 autres aussi, 30, j'en ai recommandé 30. Et là, par rapport justement donc à la micro-entreprise, quand même pour avoir une marge de bénéfice, j'étais suivi par Sémaforce, un groupe qui aide. Et donc j'ai fait des bouquins grand format que je vends plus cher, hein, parce que l'autre, c'était pas viable D'accord. déjà financièrement, c'est difficile, mais bon, là c'était voilà, que ça soit à peu près correct. Après, c'est sûr que c'est un projet, quoi. C'est un projet. Là, je travaille sur un roman policier. Et ouais, déjà, c'est long à écrire. Et puis après, il faut vendre. Hein. C'est sûr que C'est un autre pour travail. pouvoir en vivre, on rend compte. Mais bon, là, j'ai encore un peu de temps. Donc, je vais continuer. Je crois que le prochain le roman policier, le terminé, je l'ai continué. Je l'ai commencé depuis pas mal de temps. Là. Et justement, vous dites que vous êtes sur l'écriture d'un roman policier. Est-ce que vous aimeriez vivre un jour de vos livres, enfin de vos romans? Ou c'est pas un objectif Ben oui, l'objectif, c'est être autonome financièrement. ouais. Hein. C'est mon objectif. Hein. Mais j'étais parti du point de vue aussi que c'était intéressant un roman parce que on peut en faire une pièce de théâtre, Ouais. on peut en faire un scénario de film. Il y a des romans qui ont marché, où il y a eu des films qui ont été faits à partir. Donc je me suis dit, c'est ça aussi. Je me suis mis
de roman, c'est par rapport à ça. Une stratégie d'avoir plus de possibilités. Et grâce à Internet, tout ça, c'est plus facile d'écrire aussi. Et pour revenir aux dédicaces, est-ce que quand vous en faites, vous aimez les moments de rencontre avec vos lecteurs et ou futurs lecteurs? Est-ce que ça vous plaît de parler avec eux, de discuter, de parler de vos romans, enfin de votre roman actuel? Est-ce que ces moments-là sont privilégiés pour vous? Oui, non, oui, ah ouais, ah ouais, je dirais que ça a du cœur, c'est ça qui est. C'est c'est enrichissant, ça permet aussi après d'écrire. Je pense que je dirais presque nécessaire. Hein. Ça me paraît assez étrange des personnes qui écriraient des livres ne voudraient pas faire de séances de dédicace. C'est pas pour l'ego, hein, bon, ça fait du bien pour l'ego, hein, mais, mais on apprend beaucoup de choses. Ouais. On voit comment les gens réagissent. On apprend à vendre aussi. Hein. On voit certaines personnes, ce qu'on peut dire à certaines personnes ou à d'autres selon voilà, ce qu'on peut aller avec certaines personnes, d'autres. Bon. Ça apprend à être ouais, psychologue un peu, quoi. Voilà. Hein. Ouais. Et est-ce que c'est grâce à cela que vous parvenez à vous faire connaître principalement ou est-ce que vous avez d'autres moyens de promouvoir vos ouvrages? Ben là, je travaille avec Sémaphore, donc on essaye actuellement d'augmenter ma visibilité sur Internet. Ouais. Donc on a fait une page Facebook Pro. Ouais. Voilà. Bon, après, je ne sais pas comment ça se diffuse. Après, bon, le roman, il est aussi sur Amazon. Mais la manière, il va falloir que je rajoute des choses parce que je vais faire quelques petits changements. Mm. Pas tout à fait satisfait. Puis j'ai mis un compte où actuellement je l'ai fermé, donc les ventes, je ne peux même pas recevoir l'argent des ventes. Ah oui, d'accord. Mm. Mais bon, j'admets ne pas en avoir trop vendu hein, sur Amazon Oui. parce que c'est dilué dans la masse. C'est pas sur Amazon, à moins vraiment de créer comme il y en a qui font hein, c'est une stratégie de tracker, la traque hein, pure, c'est-à-dire faire des réseaux. Et donc, vous faites le truc, vous allez à un salon du livre, vous envoyez chaque fois sur Facebook les photos, voilà, et vous essayez de fidéliser un espèce d'électorat. Donc, il y a des chroniqueurs aussi qui viennent. Oui, un peu ces stratégies-là, vachement. Peut-être ça le futur. Mais à vrai dire, c'est pas. C'est plus en direct pour vous que Ouais, ça se passe mieux. ouais, ouais. J'avoue d'avoir un peu du mal avec les trucs de réseaux sociaux, tout ça. Oui, tout ce qui est Oh, virtuel. ouais, c'est ça qu'il faudrait développer. Mais actuellement, vous n'avez qu'une page Facebook professionnelle et après, voilà, sur Amazon, mais sinon, voilà, vous n'arrivez pas à aussi, diffuser. la boutique, c'est la boutique. C'est une personne de Sémaphore aussi qui vend les, euh, les marque-pages, des couvertures de livres, tout ça. Et elle a fait une boutique. Et donc, elle a mis mon bouquin. Il y a peu de bouquins qui sont présentés et il est dessus. La boutique des songes, c'est ça. D'accord, la boutique des sons. Je pourrais le rajouter hein, pour que Ouais, les auditeurs le consultent. Ça pourrait être intéressant. ouais. Ouais. Et alors, concernant vos projets futurs, donc vous nous avez parlé d'un roman policier,
Mais est-ce que vous avez d'autres projets en termes d'écriture, d'autres romans, peut-être des scénarios aussi, je ne sais pas, dites-nous. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors là, donc déjà, c'est terminé le roman policier. Oui. Déjà, et à prévoir, parce que je pense que les romans, après, je pourrais écrire un bouquin justement plus sur cette tradition du Mexique, mais le problème, c'est que c'est encore sur la clarté, c'est que la vie, elle bouge tellement. La connaissance, elle n'est pas figée. C'est très difficile de, d'en parler. Mm. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé à travers des romans. Pour pas me présenter comme cette personne voilà, qui, euh, qui parle d'une tradition, qui représente une tradition. C'est pas du tout ça. Hein. Les traditions elles-mêmes, c'est plutôt les outils qui sont intéressants. Voilà. Technique de récapitulation, faire des mouvements voilà, qui donnent de l'énergie. Voilà, c'est ça. Hein. Oui. Puis c'est aussi l'ego, c'est-à-dire que donc dans cette tradition, ils ont beaucoup de trucs sur la traque. C'est-à-dire que au bout d'un moment, après, je ne donne pas beaucoup de choses sur mon histoire personnelle parce que quand je vais en donner pas mal, mais vous dites votre histoire personnelle et d'après votre histoire personnelle, vous savez qui vous êtes. Vous voyez, il y a une espèce, il y a la perception qui se fixe, c'est-à-dire il parlait de point d'assemblage. C'est-à-dire que vous avez point d'assemblage, c'est ce qui vous fait percevoir le monde. Et, euh, et l'histoire personnelle en elle-même, c'est intéressant. Hein. C'est pour ça que ça va à l'encontre un peu tout. L'histoire personnelle, elle fixe votre histoire personnelle, elle fixe votre point d'assemblage. Une des techniques que faisaient ces sorciers, c'est d'effacer leur histoire personnelle. Mm. Vaut mieux en dire un minimum sur vous. Parce que comme ça, après, parce que plus vous en dites, plus de moments, ah oui, mais tu écrivais des livres, pourquoi fais du, je sais pas, hein, tu es devenu, tu fais de la randonnée, je sais pas quoi, je sais pas comment on appelle ceux qui font la randonnée là, animateur de randonnée, non, animateur sportif ou je sais pas quoi, ou bon, Oui. peu importe. Là, qu'est-ce que tu fais, tu es animateur sportif, tu faisais des livres. Après, il y a des prédilections, hein, je pense qu'on ne peut pas, mais c'est c'est incroyable à quel point on se fige. Hein. Et plus le temps avance, plus on a tendance à se figer. Mm. C'est pour ça que cette tradition, elle plaît pas trop parce que elle va déranger. Elle est pas, elle nous maintient pas dans une espèce de confort personnel. Elle va toujours, voilà. Et c'est aussi sur le silence intérieur, c'est-à-dire quand vous êtes silencieux, euh, il y a l'instant présent, quoi. Et toute l'histoire personnelle, d'un moment, elle tient plus trop, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que va faire n'importe quoi, mais bon, euh, le fait d'avoir, voilà, une histoire personnelle aussi, ou une perception bien fixée, tout ça, c'est rassurant, c'est équilibrant, hein, pas faire n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, on risque de se figer. Là, pour une espèce de mort, toujours la même chose. Quoi.
Oui. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre échange. J'ai posé toutes les questions que je pouvais poser. Donc, c'était très intéressant. Merci d'y avoir répondu, en tout cas. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Ouais. J'espère que ça vous a plu également. Ouais. Et je trouvais que c'était intéressant, c'est qu'on revienne sur l'histoire personnelle, parce que vous, en tant que journaliste, vous allez justement essayer de comprendre d'après l'histoire personnelle. Et ben, c'est vrai que l'histoire personnelle, en effet, ouais, c'est ambigu, c'est à double tranchant l'histoire personnelle. Oui, bien sûr. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis, j'espère que cette interview plaira aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Voilà, donc je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et puis, à très bientôt. Merci. Merci, au revoir.